Bienvenue dans ce nouvel épisode des Papis du Web. Au programme, nous traiterons l'actualité avec le retour du e-commerce délégué, avec des nouveaux acteurs tels que Rakuten, Lazada, Ocado, dont on détaillera le positionnement. Le dossier portera sur le monde des API et les bénéfices que vous en tirerez en termes d'agilité et de flexibilité de vos systèmes d'information. Et on terminera par les croustillants top et flop habituels. Salut Olivier. Salut Fred. Salut. Alors le e-commerce délégué, on en parlait dans les années 2000, le fait que les marchands s'appuient sur une plateforme pour vendre leurs biens et services. On parlait de mix commerce, de Baobaz, Inspirational Store. Tout ça c'est fini. Les marques gèrent elles-mêmes tout leur catalogue, leur logistique. Donc de quoi on parle ? Alors, c'est vrai que cette typologie d'acteurs a quasiment complètement disparu. Il me semble qu'il reste The Other Store sur le marché, il ne doit plus rester grand monde sur ce modèle, parce que les marques aujourd'hui ont besoin de s'approprier évidemment les process e-commerce, ont besoin de mixer le online et l'offline, vont vers le new retail, le commerce unifié et l'ensemble de ces concepts. Néanmoins, on voit de nouveaux acteurs arriver, qui propose une forme de délégation e-commerce comme on a pu la connaître en la poussant beaucoup plus loin. Je pense par exemple à un acteur très spécialisé dans le domaine du food qui s'appelle Ocado, donc qui au départ est un e-commerçant de vente de produits de grosserie, comme on dit de food alimentaire, et qui pour développer et accélérer son business a décidé de proposer sa plateforme en location et de partager son savoir-faire technologique, tant sur la brique e-commerce, ça c'est pas tellement la nouveauté, mais en particulier sur la brique logistique, et permet donc à des acteurs comme Marks & Spencer, comme Monoprix en France, qui va livrer prochainement, basé sur Ocado, donc début 2020, ses premières commandes d'alimentaire via cette plateforme. Donc on voit en effet ce type d'acteurs émerger, quoi. Alors j'ai lu sur Ocado que effectivement ils avaient énormément investi dans la technologie et qu'ils avaient justement robotisé de façon encore plus efficace que ce que Amazon Fulfillment propose, et qui sont presque capables aujourd'hui d'aller choisir un fruit plutôt mûr ou plutôt moins mûr en fonction de chaque demande unitaire, et du coup d'apporter un service vraiment très qualitatif et probablement à un prix compétitif aux marchands qui leur confient du coup les biens à vendre. Ouais. Et là, c'est sûr pour un marchand dans ce domaine spécifique de la vente du food, avec la gestion des dates de consommation, avec des produits qui doivent être stockés de manière réfrigérée ou pas réfrigérée, il y a toute une logistique à mettre en place et toute une usine logicielle à mettre en place. Soit on développe seul, soit on choisit d'acquérir une techno. Donc on retrouve ce phénomène un peu qu'on a pu connaître, mais un cran plus loin, quoi. Un cran plus loin. Alors d'ailleurs, je pense que Ocado, et c'est notamment pour ça que ça fait partie de notre actualité, montre un succès grandissant. On a parlé de références en Angleterre, ils en ont aux US, et ils viennent de signer un premier gros acteur au Japon. C'est le premier supermarché asiatique qui s'appelle Aeon, quelque chose comme ça, je suis pas sûr de bien le prononcer, qui vient de signer avec Ocado, un peu même deal que Monoprix, quoi. Alors avec Ocado, on voit bien l'intérêt pour les grandes marques de bénéficier d'une logistique de pointe, ce qui est forcément coûteux et compliqué à gérer. Quelle est l'offre de valeur d'acteurs plutôt comme Rakuten ou comme Tmall ? Alors là, c'est un mécanisme un petit peu différent. On voit aujourd'hui sur un certain nombre de plateformes, tu as cité Rakuten, Tmall, Lazada en sud-est asiatique, des gens qui aujourd'hui vont faire des deals avec des marques. Alors Rakuten en France sont connus pour avoir acheté Price Minister, a fait des deals avec Samsung, avec Boulanger, avec EasyCash, avec un certain nombre d'acteurs, pour au sein de leur marketplace développer un endroit de la marque, une shop dans la boutique, shop in shop,
et en ayant connecté l'ensemble du système d'information de la marque, une partie du système d'information de la marque à la plateforme pour permettre du click and collect, pour permettre d'avoir un nouveau canal. Avec un certain nombre de bénéfices, bénéfices de pouvoir se greffer à un programme de feed. Donc dans le cas de Rakuten, c'est le programme de feed de Rakuten, comment il s'appelle, enfin bon, peu importe, et de bénéficier d'une audience élargie. Donc on rajoute un canal à un dispositif omnicanal déjà présent chez les acteurs. On le voit pour Lazada qui permet d'ouvrir à des marques des zones géographiques difficiles d'accès pour certaines, telles que le sud-est asiatique, ce qui n'est pas évident d'implanter l'ensemble du dispositif. Voilà, donc on a cette traction qui existe aujourd'hui, qui est en effet intéressante. Et du coup, on voit que c'est quand même assez différent, par exemple, de la marketplace Amazon, vu qu'un Rakuten, par exemple, va vraiment mettre en valeur la marque, va faire profiter de l'audience et en même temps valoriser la marque, là où les produits sur Amazon dans Marketplace sont vraiment un parmi d'autres. Donc Ah on n'est pas bah, du tout dans la même approche. ah oui, on est dans une approche, une stratégie tout à fait opposée, qui rajoute au Amazon bashing du moment je dirais des points. En effet, Amazon s'érige de plus en plus contre les marques, va développer son réseau physique, mais c'est le même cas pour Alibaba, va développer ses propres marques. Amazon Basics, bref, et on voit aujourd'hui un reflux qui commence à être médiatisé des marques sur Amazon qui se disent qu'il faut absolument sortir de cette plateforme. Donc ça a été le cas de Nike récemment, d'IKEA, etc. Donc on est sur des stratégies diamétralement opposées. Bien, on passe au dossier. Donc on va laisser la main à Thierry qui va nous parler de l'ensemble des bénéfices qu'apporte une stratégie API pour rendre son système d'information agile, flexible et accélérer votre business. Thierry, c'est à toi. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Papilles du Web. Je m'appelle Thierry Vercuis, je suis consultant Cleverage et j'aime beaucoup l'architecture et je suis venu aujourd'hui échanger autour des sujets des API. Les API, avant tout, ce sont les interfaces de programmation assez techniques qui permettent de relier les applications entre elles. Elles permettent de les relier sur les protocoles standardisés, on va parler de JSON, on va parler de REST, on va potentiellement parler de Web Service SOAP. On va essentiellement parler d'aspects techniques qui sont un petit peu ennuyeux, sur des accès à des bases de données, des accès à des applications, des transferts de fichiers, tout ce qui gravite autour des API et les API web, plus orientés REST et JSON. Cette approche, elle est classique, elle existe très souvent en entreprise, qu'on souhaite faire évoluer en créant des nouvelles applications, en introduisant des nouveaux référentiels de données, en travaillant sur les aspects d'analyse de données, sur du BI. Et on oublie quelque chose qui est très important autour des API, c'est pour qui? L'utilisateur final qui va utiliser l'API. L'idée, c'est voir cette notion d'API, non pas autour d'un produit technique, mais plus autour d'un produit qui apporte de la valeur pour un utilisateur final. Avant tout, le développeur, qui lui va vouloir découvrir une offre API, des catalogues d'API, et qui va vouloir les utiliser, les combiner, les assembler pour faciliter le travail de création de nouvelles offres sous la forme d'applications web, d'applications mobiles, ou juste de pouvoir ouvrir des API à des partenaires pour qu'ils puissent les utiliser. L'idée autour de ces API, c'est donc de se centrer autour de l'utilisateur, voire le bénéficiaire de l'API. Définir des API comme si c'était des produits qui apportent de la valeur. Donc par exemple, pouvoir avoir des prix personnalisés dans le cadre du commerce électronique. Pouvoir avoir un stock à jour à un instant T. Je suis un magasin, je voudrais connaître la disponibilité d'une chaussure noire dans ce magasin et dans les magasins à côté. À travers une API stock, on va pouvoir avoir cette information. Je souhaite faire un devis. Je suis dans un domaine du B2B et je souhaite avoir une disponibilité d'un article et connaître quel est le prix personnalisé. Une API personnalisée de prix serait très intéressant pour cet utilisateur. Donc l'idée, c'est pour libérer les données d'entreprise et les services d'entreprise à travers des produits qui apportent de la valeur. Et ensuite,
au niveau intégration, regarder techniquement comment mettre en œuvre le SI pour pouvoir réaliser ces API. Donc l'idée, c'est pouvoir, d'une part, accroître la productivité sur la création d'applications, sur la création d'offres, la création de services, à travers une couche d'API, un catalogue d'API qui apporte de la valeur par rapport à des domaines bien précis de l'entreprise. Si on est dans le cadre du commerce électronique, ce serait l'information produit, l'information client, l'information commande, l'historique de commande, pouvoir faire de la traçabilité sur les aspects de livraison autour d'une commande. L'idée, c'est aussi pouvoir faciliter l'innovation, tester autour d'une notion de données, de produits, et de pouvoir tester sur des nouvelles offres, des nouvelles cibles pour des clients autour d'un catalogue d'API qu'on va pouvoir découvrir et pouvoir tester et pouvoir intégrer. C'est intéressant aussi, à travers cette démarche API, de pouvoir faciliter la collaboration entre équipes. Souvent, les équipes d'un domaine particulier entreprise ont du mal à discuter, à échanger entre eux autour d'une idée, autour de l'information client ou de l'information produit. L'idée, c'est pouvoir se dire, si j'ai besoin de créer une API produit, elle ressemblerait à quoi? Et de quoi j'aurais besoin pour que cette API soit réalisée? Ensuite, on aura envie de s'intéresser à l'intégration de cette API dans notre système d'information. Donc, afin de pouvoir produire plus rapidement des solutions qui répondent à des enjeux métiers, on a besoin de travailler autour d'une stratégie d'API. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Avoir des composants qu'on puisse brancher, connecter, accéder à des données, accéder à des services. Est-ce qu'on souhaite faciliter l'innovation? Est-ce qu'on souhaite éviter du point à point à l'entreprise ou des blocages techniques? Donc l'idée, c'est de monter une espèce de couche d'API et de la mettre en œuvre. Pour ça, il faut s'assurer qu'on ait une architecture correcte, qu'on ait la bonne plateforme et les bons outils. Souvent, dans cette démarche API, on parle de plateforme API avec deux composants. Un API Manager, d'une part, et une couche d'intégration qui va permettre de gérer la traduction de cette API par rapport à votre existant. Donc, on va se concentrer sur l'apport d'une API, la définition d'un produit API ou de plusieurs produits API, les mettre en place dans un catalogue, les organiser, les structurer, et ensuite s'intéresser à comment on va pouvoir gérer l'intégration de ces API dans le système d'information. Donc, si j'ai les équipes projets et les équipes partenaires, ils vont vouloir découvrir votre offre. Ils vont vouloir savoir que j'ai une API produit, une API stock, et ils vont pouvoir créer une application qui va permettre de lister les produits, connaître la disponibilité, connaître le prix, et si vous avez des API devis ou commandes, ils vont pouvoir faire une demande de devis ou créer des commandes. Ils seront eux-mêmes à développer leurs propres applications, leurs propres solutions par rapport à leurs besoins. Vous exposez des services, vous exposez quelque chose qui apporte de la valeur pour ce partenaire. Donc, on est sur plusieurs axes de cette stratégie, sur consulter du contenu, fluidifier l'intégration, accélérer l'innovation et de pouvoir surtout obtenir plus rapidement des informations personnalisées là où à travers des canaux classiques, ça devient compliqué de les mettre en œuvre. Cette stratégie d'API démarre avec plusieurs étapes. L'idée, c'est de définir quel partenaire, quelle cible je souhaite viser en premier. Est-ce que c'est le client final? Est-ce que c'est un partenaire avec qui j'ai besoin d'échanger des données? Définir quels sont les usages que ce partenaire aura avec vos données. À travers ces cas d'utilisation et ce partenaire, on va pouvoir mettre en relation avec un produit API. Un produit API qui sont des données, combinatoires de données, combinatoires de services, qui sont assemblés, packagés et présentés, techniquement certes, sous la forme d'API REST. Cette mise en œuvre de stratégie se fait par plusieurs étapes. L'idée, c'est d'identifier, bien entendu, un besoin, tirer un besoin, la petite histoire derrière l'utilisation de cette donnée, produire un prototype, mettre en place des équipes, mettre en place une plateforme qui va permettre de réaliser et mettre à disposition ces API. C'est là où on parle d'API Manager. Pouvoir tester avec ce partenaire, tester plusieurs aspects. Tester d'une part que l'API correspond à ses besoins,
tester que les équipes puissent intégrer l'API de bout à bout, entre l'application cliente et entre l'exposition des données depuis vos systèmes d'information. Et ensuite, à travers ces tests, récolter le retour du partenaire et récolter le retour des équipes sur les temps de réponse, la disponibilité de l'API. Est-ce que les informations sont bien cohérentes? Est-ce qu'il faut plus d'informations? Si j'ai besoin de croiser des produits, des stocks, peut-être j'aime bien avoir des variations sur ce produit. Peut-être rajouter un prix public ou un prix personnalisé. Donc étendre un petit peu cette offre API par rapport à des besoins que seul l'utilisateur final connaîtra. Ensuite, quand on a développé ce premier prototype, on a engagé les équipes, on va pouvoir monter une stratégie, budgétiser la stratégie, échanger avec les collaborateurs internes et pouvoir initier une démarche API sur laquelle on va sortir d'autres produits, d'autres services et enrichir la plateforme au fil de l'eau. Quand on a cette démarche API, on est sur une notion d'API thinking. Donc l'API thinking, c'est essentiellement pouvoir s'asseoir, brainstormer autour de concepts, autour de la valeur que peut apporter une API, autour de qui va pouvoir les utiliser, les API users, quels sont les besoins qu'on souhaite résoudre, avoir une information stock à un instant T, mais réel, avoir un prix personnalisé ou avoir une information personnalisée par rapport au fait que j'utilise une de vos applications. Ensuite, mettre en œuvre quelles sont les fonctionnalités de cette API. Est-ce qu'on a besoin qu'elle soit temps réel? Est-ce qu'on a besoin qu'elle soit accessible 24 heures sur 24? Quels sont les différents besoins autour de cette API? Ensuite, on va regarder techniquement où se situe le gap, l'écart entre ce besoin et la réalité de mon système d'information. Donc, quelles sont les applications qui sont capables de fournir cette information? Est-ce que c'est mon ERP? Est-ce que c'est ma plateforme e-commerce? Est-ce que c'est mon OMS? Et ensuite, je vais vouloir voir quelles sont les applications qui vont le consommer. On peut déjà identifier une application pour un partenaire, un portail, potentiellement un tableur Excel. On ne sait pas, mais il faut commencer à définir comment cette API va être utilisée. À partir de là, on a identifié un écart. Et maintenant, il faut travailler techniquement sur l'intégration de cette API avec le système réel. Est-ce que j'ai un ERP qui expose du SOAP? Il faut que je fasse une transformation de protocole. Donc, transformer du REST vers SOAP. Si j'ai besoin de travailler sur la donnée, potentiellement la donnée qui provient de mon ERP ne parle pas à grand monde. Je peux parler d'un GL account ou d'un compte client. Donc, si j'ai une API compte client, l'idée c'est de pouvoir faire une traduction de données pour faire une corrélation entre la donnée que je souhaite exposer et la donnée que j'ai réellement. Donc, mettre en œuvre une plateforme API, c'est d'une part définir le catalogue d'API, le mettre à disposition à travers un API Manager afin qu'on puisse découvrir cette offre, tester, voir comment on peut intégrer ces API et ensuite voir comment on peut l'intégrer à travers de la transformation de protocoles et de données. Et là, on se situe dans le domaine de l'intégration. L'API Manager et l'intégration constituent une plateforme d'API qui est nécessaire pour mettre en œuvre une stratégie d'API. Ce catalogue d'API, l'idée c'est de le découper en différents domaines. Est-ce qu'on est sur un domaine gestion de compte, un domaine e-commerce, un domaine produit, un domaine marketing? À travers ces domaines, on peut commencer à lister les grandes API, les grandes lignes derrière les API, sur la gestion de l'identité, la gestion de mon compte, être notifié en cas de changement, en cas de mise à jour d'une commande ou en cas d'apparition d'un produit. Sur le commerce électronique, le stock, le prix, pouvoir créer des commandes, pouvoir faire des devis. Sur le catalogue, avoir l'information sur les produits, rajouter des visuels, avoir des guides de normes, des guides de taille, quelque chose qui peut apporter de la valeur. Au niveau marketing, quelles sont les promotions? Les promotions qui concernent mon compte client par rapport à mon identité. Donc, ce catalogue qui apporte de la valeur sans regarder pour l'instant les composants techniques. Donc, une plateforme API, là où c'est important, c'est une plateforme API, c'est constitué de deux grands composants. Le premier, c'est l'API Manager. L'API Manager, c'est un outil qui va permettre d'exposer les API, d'exposer le catalogue API
aux utilisateurs de ces API. Ils vont pouvoir découvrir, ils vont pouvoir tester les API, vous allez même pouvoir mettre des bouchons sur lesquels ils peuvent tester dans une logique de bac à sable. L'idée, c'est aussi en tirer du reporting, de l'analytique sur l'utilisation des API, afin de pouvoir comprendre qui utilise les API et comment elles sont utilisées. On peut aussi contrôler, ce qui est très important, l'accès et l'identité et sécuriser les API à travers cet outil. On va pouvoir bien entendu gérer les environnements, gérer les différentes versions des API, aller vers des portails qui vont exposer ces API et aller vers des systèmes de documentation. En corollaire, ce qui est important, c'est avoir une plateforme d'intégration pour gérer la traduction de ces API en termes de protocoles et de données par rapport à votre système d'information. Afin de travailler sur cet ensemble, cet écosystème, cette plateforme d'API, c'est important aussi d'avoir une équipe dédiée autour de ce concept d'API, entre l'API Product Owner qui va porter le produit de bout en bout, de sa pensée, des interviews avec les utilisateurs et de sa mise en œuvre, avec la personne qui va configurer l'API Manager, qui va mettre en œuvre la documentation API, qui va maintenir les portails, les versions, la sécurité, l'analyse, donc le développeur API, et ensuite le support qui va permettre de gérer le ticketing, parce que des personnes vont utiliser les API à travers cette plateforme, et bien entendu, il faut qu'une personne puisse gérer le support des utilisateurs et le support des équipes de votre système d'information. Et ensuite, pour finir, un API Delivery Manager qui va aussi être garant du projet de bout à bout. Donc, une API n'est pas que technique. Une API, c'est une stratégie pour apporter de la valeur à travers des outillages, comme un API Manager et d'une couche d'intégration. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de votre fidélité auprès des papilles du web et j'espère vous retrouver très bientôt. Merci, au revoir. Merci Thierry. Maintenant, c'est l'heure du top et du flop. Est-ce que Fred, tu peux nous présenter le top du jour? Alors, le top du jour, j'ai choisi les plateformes low-code. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bestiaux? Les plateformes low-code, c'est le retour. D'ailleurs, je t'ai amené un petit truc historique des papilles du web. Ça, c'est une étude qu'on avait rédigée Au siècle dernier. Au siècle dernier, tout à fait, sur les outils de développement intranet ou web. C'était pareil. Et on retrouvait dans cette étude l'ensemble des outils qui permettaient de produire des applications web de manière rapide. Donc c'était l'époque des L4G, l'époque des solutions RAD, Rapid Application Development, et on retrouvait des solutions comme PowerSite, HotSite, Prolifix, NetDynamics. Évidemment, toutes sont mortes, mais l'intention derrière ces outils, c'était de développer rapidement. Peut-être sans code ou avec le moins de code possible. Avec le moins de code possible, avec le plus de génération de code possible. Et avoir une productivité qui est la productivité qu'on connaissait à l'époque du client-serveur. Parce qu'on a perdu en productivité de manière dramatique en ingénierie logicielle avec le web. Le web a hyper spécialisé les langages. On va avoir un langage pour le front, un langage pour l'interaction, un langage pour le back, un langage pour tout, un langage pour le déploiement, l'hyper spécialisation, multiples développeurs, des process de build compliqués, ce qui fait qu'aujourd'hui produire une application et la mettre en prod et la délivrer coûte beaucoup plus qu'elle ne coûtait en client-serveur. Donc à l'époque, ces outils essayaient d'accélérer ce process, mais n'y arrivaient pas parce que ils imposaient des runtime ou des environnements d'exécution qui étaient tellement propriétaires que les clients ne souhaitaient pas les adopter. Aujourd'hui, arrivent de nouvelles plateformes, nouveaux acteurs, OutSystem, Kony, toute une série d'acteurs dont on voit d'ailleurs dans les Forrester Wave, les Gartner Magic Quadrant qui prennent des places de plus en plus significatives et un niveau de maturité significatif, amènent aujourd'hui cette capacité de développer de manière plus rapidement et de générer du code. Alors ce que tu dis me fait quand même beaucoup penser à des solutions qui sont assez utilisé aujourd'hui. Alors, ça me fait penser à Apex, côté Oracle, ou à la plateforme juste force.com de Salesforce, où on peut produire avec moins de code, mais on reste quand même très très lié du coup à l'écosystème Oracle, l'écosystème Salesforce. Microsoft aussi a une solution visuelle quelque chose, où on reste dans les ressources
dans le cloud de l'éditeur. Est-ce que ces nouvelles solutions dont tu parles nous permettent de s'affranchir justement d'un éditeur ou d'un propriétaire de la donnée et du code? Alors, c'est un peu ce qu'elles ambitionnent, d'intervenir uniquement sur la partie développement avec des IDE, des environnements de développement avancés qui permettent de créer son interface en sorte de WYSIWYG, de programmer de manière rapide et avoir accès à un langage extrêmement rapide, voire visuel. Et une fois que le travail est fini sur la partie développement, on va générer du code qui s'exécutera dans des environnements standards de fait. Donc on va générer du HTML, on va générer du React.js, on va générer du PHP, on va générer du .NET, on va générer en fonction de la cible d'exploitation qu'on a, on va pouvoir pousser son code dans le format adapté à sa cible. D'accord, on va pouvoir du coup produire des applications mobiles ou web en respectant les standards de fait et non pas reprenant les standards de tel ou tel éditeur. Ouais, donc c'est vraiment ce que cherchent à viser ces plateformes. Alors évidemment, tout ne sera pas parfait. Dans quelle mesure on sera capable de récupérer le code et le modifier en dehors de ces environnements de développement pour le maintenir dans le futur. Il va falloir qu'on valide ça et on démarre un certain nombre de projets avec nos clients pour avoir du retour d'expérience sur ces sujets. Mais en tout cas, c'est la promesse. Et aujourd'hui, cette promesse, elle commence à être réaliste. Elle commence à laisser espérer de retrouver une productivité qu'on avait quand même perdue depuis une vingtaine d'années. Donc ça, je pense que c'est une avancée intéressante à suivre. On fera pas tout avec, mais en tout cas, on pourra descendre ces backlogs de projets qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les moyens de le faire de manière peut-être un peu plus rapide. Donc c'est à suivre. Le flop du jour? Bon, le flop du jour, c'est assez facile, mais on va se faire plaisir. C'est aujourd'hui nos murs LinkedIn qui depuis tout l'automne là ont vu fleurir comme des champignons l'ensemble des concours que se font les gens de la profession en mode autosatisfait, meilleur site e-commerce, meilleur site retail, meilleur site, il y a que ça. Donc faut pas se leurrer. Tout ça c'est des concours d'autocongratulation avec des jurys dont la probité est tout à fait à remettre en cause. Souvent dans les jurys, on a les vainqueurs des prix. Ça prend beaucoup de temps. Nous, on préfère ne pas y consacrer notre temps. On préférait que nos murs LinkedIn soient dépollués de tous ces événements qui servent à rien pour retrouver du contenu partagé professionnel plutôt que du marketing à outrance. Merci. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je suis complètement d'accord. Voilà. Et puis alors dernière petite chose, je vous recommande la lecture d'un bouquin qui s'appelle Les Possédés, qui est édité par les gens qui publient la newsletter Tech Trash, une newsletter hebdomadaire bête et méchante dans l'univers de la tech, mais qui révèle les travers de notre industrie. Et ce bouquin se lit très bien, très facile, et démonte l'ensemble des pratiques des acteurs qui essayent d'être des ogres de notre secteur, de fonctionner en ne respectant aucune loi. Et le bouquin est plutôt bien fait, donc je pense que il mérite ici un petit coup de pouce. Donc Les Possédés, n'hésitez pas. À bientôt. À bientôt.